Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver et d'ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice dans laquelle il sera question de musique aujourd'hui avec une très belle opération qui a été lancée, les Restos de la musique, en soutien aux restaurateurs et aux musiciens, une opération qui va vous mettre en appétit. De la musique encore avec un détour du côté du Luxembourg où 5 concerts tests vont être organisés à la Rocale d'Esch-sur-Alzette. La musique qui par ailleurs fait du bien aux plantes tropicales que Sébastien Beuss met sous cloche. Nous découvrirons ses forêts de verre. Et puis bien sûr nous retrouverons les très déjantés magiciens et aujourd'hui mousquetaires Tom et le Lord. Mais tout de suite, et puisque le temps s'y prête à merveille, je vous invite à prendre le temps justement de lire, et qui plus est un livre extrêmement touchant à l'écriture incisive, La folie de ma mère, paru aux éditions Le Nouvel Attila. Il est signé Isabelle Flaten, une écrivaine que j'ai eu la chance de rencontrer à la librairie La Cour des Grands à Metz, où nous allons aller faire un saut tout de suite. Bienvenue dans la boîte à malice. All night. Isabelle Flaten, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien aujourd'hui ici à la Cour des Grands à Metz, une librairie que vous aimez beaucoup, vous y êtes souvent invité. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à l'occasion de la parution d'Adelphes, paru aux éditions Le Nouvel Attila, un livre qui vous avait valu de décrocher le prix Erckmann-Chatrian, notre Goncourt Lorrain. Et vous voilà de retour avec la même maison d'édition pour La folie de ma mère, ouvrage magnifique, intime, à l'écriture très vive, un ouvrage dans lequel vous écrivez à la première personne du singulier. Est-ce à dire qu'il y a beaucoup de vous dans ce livre ? C'est mon 10e livre et c'est effectivement le premier à la première personne du singulier. J'avais toujours décidé, pour une raison mystérieuse, que je n'écrirais jamais rien d'autobiographique. Mais tout en sachant que j'avais dans ma propre histoire un certain matériau, pour ne pas dire un matériau certain. Et puis un jour, et voilà, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, dit-on, selon l'adage. Donc j'ai franchi le cap. Et puis voilà. Alors cette histoire, à l'image du titre, La folie de ma mère, on y retrouve une jeune femme, en l'occurrence vous, qui raconte sa mère, mais aussi qui se raconte énormément. Donc finalement, il y a comme une espèce de jeu de miroir entre ces deux femmes, et c'est là aussi toute la force de votre écriture. Le propos ou l'angle, le fil rouge de ce livre, c'est l'impossible dialogue entre une mère et une fille. En tous les cas, un dialogue vraiment très restreint, parce que la mère est enfermée. La parole de la mère ne peut pas être libre parce qu'elle est d'une part prisonnière d'un mensonge, la mère, qu'elle ne veut pas ou ne peut pas dévoiler et qui entrave nécessairement sa parole. Et dans un second temps, après, elle est enfermée dans une prison mentale absolument horrible, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, effectivement, je crois que le propos de ce livre, c'est l'impuissance quand vous êtes face à une personne hors d'atteinte. Oui, et c'est vrai que ça n'est pas sans conséquence forcément sur la jeune fille que vous étiez et la femme que vous deveniez à travers du livre. Et je tenais à lire ce passage. « Tandis que tu continues à refaire le monde avec tes amis, doucement je m'en éloigne, me sens seule face aux autres, sale face à mon miroir et perdue dans ta maison ouverte à tous les vents. Une fille sans issue, étrangère de naissance, privée de rêve, pas fichue de se faire une petite place au soleil, n'y songeant même pas. Une petite chose de rien, sans talent ni jugeote, auquel le monde des autres n'appartient pas. Eux me semblent arrimés à une terre ferme, les pieds posés sur un socle, soutenu par un entourage solide. Quand j'avance en terrain miné, le sol se dérobe sous mes pas. » Ça fait un petit peu Cosette, mais, mais effectivement, il s'agit là d'une enfant qui n'a pas de repère, ni père ni repère forcément, et qui vit dans une maison
oui, ouverte à tout le monde, aux quatre vents. Et il n'y a pas de fondation dans cette maison. C'est comme ça qu'elle le ressent. Alors évidemment, elle est insécurisée. C'est ainsi qu'elle le vit, en tous les cas, à l'époque. Et c'est ainsi qu'elle va se construire et apprendre à se construire. Voilà, c'est pas... Et là, il y a vraiment, me semble-t-il, dans cette enfance-là, quelque chose de profondément marquant. C'est cet amour inconfortable que lui porte la mère. Et la fille est perdue, réellement perdue. Et vous évoquez le mot amour. Alors bien sûr, vous disiez, bon, ça donne un peu la sensation d'être Cosette dans un livre un peu dramatique. Juste mais l'extrait. Voilà, juste cet extrait que j'ai choisi. Mais c'est un livre qui n'est pas dénué d'amour, ni d'humour d'ailleurs. Et vous nous faites traverser les époques également, et cela aussi avec beaucoup d'humour. J'ai retenu aussi un passage où vous dites « J'ignore qui est Sardou et ce qu'est un faf, mais j'ai hâte d'être en terminale. Le jour où il y a une AG avec Simone de Beauvoir, je te chope dans la cour pour savoir si je peux y aller. Tu dis oui. Je ne sais rien d'elle, sinon c'est une star, qu'elle est pour l'amour libre et qu'elle a couché avec un type qui lui filait la nausée. » C'est vrai qu'on traverse aussi avec vous les années 60, 70. Ah oui, mais ça c'était... Donc à l'époque, j'ai 11 ans, donc je suis vraiment minuscule encore. Et c'est mai 68. Et effectivement, un grand chambardement. Il y a des manifestations tous les jours, il n'y a plus de cours, enfin, c'est un foutoir monumental. Et je suis là-dedans et une partie de moi est totalement émerveillée. Vous nous dites aussi dans ce livre combien les livres ont été un refuge pour vous. Oui, alors ça c'est vrai, je le dis à peu près tout le temps, mais quand je dis que c'est là que j'habite, c'est la réalité. Et dans les livres, depuis toute petite. Mais je dirais aussi qu'entre cette mère et cette fille, justement, la parole ou l'échange passait énormément par les livres. Ça, c'est quelque chose que ma mère, là, m'a réellement transmis, ce goût-là. Elle avait une bibliothèque incroyable, je piochais dedans à volonté. Vraiment, on a beaucoup, beaucoup échangé. Toute notre vie autour des livres. Sans ne rien déflorer de La folie de ma mère, c'est aussi un livre sur le secret également, qui prend une place très importante dans cet ouvrage. Là, il y a un mensonge, c'est-à-dire que quand l'enfant pose une question, on lui répond quelque chose qui n'est pas vrai. C'est pas qu'on s'abstient de répondre. Oui. Et là, effectivement, le mensonge est très délétère. Ça engendre une inhibition du savoir, ça engendre un manque de confiance en soi. Enfin, c'est vraiment, oui, dévastateur à pas mal, à beaucoup de niveaux. Et puis après, il y a ça, j'y tenais aussi beaucoup, de parler de la folie, parce que je n'ai pas appelé ce livre La folie pour rien. Il me semble que voilà, j'ai voulu nommer des choses. C'est vraiment un moment, Emmanuel Carrère, en parlant de son séjour à l'hôpital, d'un de ses séjours à l'hôpital psychiatrique, dit c'est un enfer. Il n'y a pas de mots pour décrire cet enfer, et il le dit. Une fois qu'on a dit c'est un enfer, qu'est-ce que ça veut dire un enfer? Et alors il cherche quel mot mettre dessus, puis à un moment il dit j'invente un mot, c'est immémorable. Et effectivement, on est tous démunis, c'est cette souffrance absolument indicible. Donc, que vivent les personnes qui souffrent de ces maladies et l'impuissance de l'autre face à ça, parce qu'on ne peut pas aider, c'est impossible. Et je crois que j'ai vraiment voulu questionner cette impuissance-là et voilà, et cette errance, parce que on ne sait pas soigner. On peut apaiser par moments, stabiliser, mais on ne sait pas soigner. Voilà. C'est un livre absolument magnifique, moi j'ai adoré. J'ai eu en le lisant la sensation parfois de retrouver la plume d'Annie Ernaux. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut vous toucher ou pas. Oui, c'est vraiment c'est un très très beau compliment. Oui. Mais écoutez, c'est une référence pour nombre femmes de ma génération. Elle nous a ouvert des portes littéraires, mais aussi personnelles. Enfin, oui. Ouais. Si vous avez aimé Annie Ernaux, si vous aimez Annie Ernaux, vous allez adorer La folie de ma mère d'Isabelle Flatten. Un livre vraiment magnifique. Merci Isabelle Flatten. Merci à vous. Merci à vous.
L'écrivaine Isabelle Flatten qui pourra vous dédicacer La folie de ma mère à l'occasion, pourquoi pas, de la prochaine édition du livre à Metz, dont il faut noter qu'elle est reportée du 18 au 20 juin prochain. Notez bien ces dates dans vos agendas et notez qu'il y aura parmi les invités d'honneur Florence Aubenas ou encore Mathias Hénard. Dans notre boîte à idées aujourd'hui, on retrouve une invitation à se rendre à l'espace culturel de Romba qui accueille une exposition haute en couleurs. Il y a de l'amour dans l'art de l'artiste nancéenne La Carotte. Une exposition pensée comme un musée itinérant parcourant l'histoire de l'art à travers ses amoureux célèbres, Sonia et Robert Delaunay, Frida Kahlo et Diego Rivera, Niki de Saint-Phal ou encore Jean Tinguely. Des couples d'artistes d'ailleurs qui font écho au couple que compose La Carotte avec le plasticien Vince. La Carotte qui s'est confié sur son travail au micro de nos collègues de Romba Télévision. Quand je prends ma toile, je dois lui mettre avant un après, et je dois, donc c'est du blanc en fait, je la passe au blanc plusieurs fois, des fois je ponce, je repasse du blanc et tout ça. Pour que quand je fais ça, bon là c'est mat puisque c'est peint, mais le son il soit super aigu, ça fait ch'ting. Et en fait je règle mon après en fonction du son de mon tambour. C'est d'abord un instrument vibratoire. Vous voyez de la peinture sur un truc plat, mais pour moi, c'est une partition musicale que je balance dans l'air. Et nous, les artistes, on fait de la sublimation, c'est-à-dire une forme de transmutation, c'est-à-dire on passe de la matière physique à la matière gazeuse, à l'éther. Ça, c'est la sublimation, c'est-à-dire tu prends une grosse tare, un gros chagrin, une grosse déprime, un gros secret de famille, abracadabra, tu le transmutes. Et t'en fais un truc qui parle à Dieu. Voilà, tu mets tout là-dedans, ton pardon, ton amour, la vérité. Il y a de l'amour dans l'art, une exposition à découvrir à l'espace culturel de Romba les mardis, mercredis, jeudis et samedis, mais également sur rendez-vous. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site qui est apparu sur l'écran pour en savoir plus. Si vous êtes gourmand, si vous avez l'oreille musicale, alors je suis sûre que les restaurants et les concerts vous manquent. C'est la raison pour laquelle une très belle opération a été lancée pour soutenir les restaurateurs et les musiciens. Elle s'appelle les Restos de la musique. En quoi consiste-t-elle? Quelle est sa recette? La réponse en images. Un groupe de musique et une équipe de tournage réunis dans un restaurant. Il n'en fallait pas plus pour retrouver le sourire. Retrouver le goût d'avant et redonner le goût aussi. C'est ce dont a eu envie Nicolas Tisse en lançant l'opération Les Restos de la musique. Une série de concerts live enregistrés en cuisine, dans les bars et les restos, des bœufs en somme à partager. On nous a mis en sommeil, mais nous, on est toujours en éveil. Et on a voulu le montrer en réalisant ces petites vidéos, ces clips, dans chacun des lieux où les dernières années, on a eu l'occasion d'aller faire des prestations et des événements et des gens qui partagent la même passion que nous. Et donc du coup, on a voulu montrer qu'on est toujours là et qu'on sera prêt dès que ça redémarrera. Car l'enthousiasme est intact. Preuve en est, pour cette opération, c'est une trentaine de musiciens lorrains qui a répondu à l'appel pour se produire dans une dizaine de lieux qui, tout comme eux, tournent au ralenti. On parle beaucoup des restaurateurs, c'est bien, mais il y a aussi ces musiciens, ces gens qui ont une passion commune qui est la musique, le chant. Et aujourd'hui, on les accueille avec un grand plaisir pour tout simplement les écouter et avoir quelques minutes de bonheur. Voilà. Oui, la belle vie, on s'embrasse, on est triste et on traîne. C'est un grand plaisir de retrouver les camarades. Déjà parce que, comme on est assez respectueux, on ne se voit pas, quoi. Donc bon, et puis les messages, c'est pas tout à fait pareil. Et puis je trouve que c'est super en si peu de temps d'avoir réussi à monter ça à distance. On arrive, chacun connaît sa partie, et puis on se retrouve, quoi. Finalement, c'est comme le vélo, ça se reprend vite, quoi. Et pourtant, la chanson interprétée aujourd'hui n'est pas La bicyclette d'Yves Montand, mais La belle vie de Sacha Distel, comme un joli pied de nez au virus. On a l'impression que cette chanson est un petit peu triste, mais ça laisse quand même une petite note d'espoir, puisque malgré tout ce qui arrive, il faut rester positif et la vie est belle malgré tout. C'est à nous de rester accrochés et d'avoir le moral au top, quoi qu'il arrive. On est obligé de passer par cette période-là, on n'a pas le choix. Mais je veux montrer qu'on est tous optimistes
et qu'on est là, on attend, on est là, mais c'est plus un message d'optimisme qu'un message revendicateur. C'est pas du tout revendicateur, c'est allez, on garde le moral, on va le passer cette période et quand ça reviendra, on sera tous là. On garde le moral et on prend sa ration de chansons italiennes, de gospel, de jazz ou de pop-rock à la sauce resto. Les clips vont se dévoiler tout au long du mois en suivant le hashtag Les Restos de la Musique ou sur la page Facebook d'Eventis, à consommer sans modération. Gardez bien les yeux et les oreilles ouverts pour profiter de ces clips qui seront dévoilés tous les 2 jours. Ils seront diffusés sur la page Facebook d'Eventis, également sur la page bien sûr des restaurateurs et des musiciens participants. Le premier clip est sorti le 8 février dernier. Il s'agit d'une reprise de The Queen of the Stone Age par le groupe The Band et c'est vrai que ça fait un bien fou. D'ailleurs, on voit comment les organisateurs de spectacles, les salles de spectacles se démènent pour que des concerts aient lieu. On voit même naître des concerts bulles et on sait que du côté du Luxembourg, des concerts tests vont avoir lieu. Il se trouve qu'Anne-Sophie Gross ne manquerait ça sous aucun prétexte. Aussi, elle a enquêté sur ces pratiques. Si voir ces images vous fait un pincement au cœur, c'est que comme beaucoup, vous êtes en mal de concert et pour cause, la culture est à l'arrêt depuis quasiment 1 an à cause de la crise sanitaire. Alors aux États-Unis, le groupe Flaming Lips a tenté une expérience hors du commun, un concert dans des bulles géantes. Cette solution serait-elle envisageable en France ? Nous avons fait visionner ces images à des organisateurs de festivals ou de concerts pour connaître leur point de vue. C'est extrêmement particulier en fait, justement rien que voilà, les 2 batteurs sous une grosse bulle masquée. C'est bizarre, ça fait bizarre. Un concert, normalement c'est fait pour être, collé, c'est festif, c'est... Là, c'est spécial. J'ai du mal à comprendre comment on peut passer un bon concert dans ces conditions, en fait. On peut pas faire ça avec tout style de musique. Je me vois pas faire, par exemple, du métal ou du rock là-dedans, quoi. Ça fait limite science-fiction, hein. Après, je pense que c'est une alternative comme une autre, mais je vois pas ça à grande échelle. Ça va impliquer beaucoup de changements logistiques et même, je pense, une hausse du billet parce que c'est pas viable pour un exploitant de salle, un groupe, des artistes en tout genre de pouvoir se produire seulement devant 100 personnes à un prix de billet normal. Côté luxembourgeois, Olivier Toth, le directeur de la mythique salle de la Rocale, émet les mêmes doutes. Cet expériment, je pense qu'il est très très intéressant. Maintenant, j'ai effectivement des craintes par rapport à la viabilité de tels scénarios. Mais en tout cas, et ça on peut le voir à un niveau international, les réflexions sont multiples, les initiatives également sont multiples. Et je pense que c'est ça l'essentiel. Donc chaque initiative, je pense, est très bonne parce que ça nous donne des signes d'espoir. Des signes d'espoir qui renaissent également de l'autre côté de la frontière, car la Rocale a décidé d'organiser une série de 5 concerts tests du 10 au 14 février, une initiative qui se fera en étroite collaboration avec le gouvernement luxembourgeois. Donc, dans le cadre de ces discussions, effectivement, l'idée est née de faire accompagner ces concerts par l'inspection sanitaire et par un dispositif de dépistage pour mieux comprendre le comportement du virus à l'intérieur de telles salles. Pour assister à ces concerts, il faudra donc faire un test PCR et un test antigénique avant le concert, que le résultat soit évidemment négatif pour pouvoir être accueilli dans la salle, et un autre test devra être réalisé 7 jours après le concert. Pour les acteurs de la culture, français comme luxembourgeois, ces concerts-tests restent le meilleur moyen de démontrer que les concerts et les spectacles vivants en général peuvent et doivent reprendre. Si on réussit à démontrer au pouvoir public, à l'exécutif, et même au législatif, qu'il y a des très bonnes alternatives qui vont être prises, que ce soit des concerts assis, des concerts avec le masque ou avec des distanciations. Si on réussit à démontrer ça, on réussira à relancer vraiment le secteur, la filière. Ce n'est pas innocent d'avoir choisi justement Because Music Matters comme titre de la série de concerts. Et pour nous, pour notre public, pour les artistes et pour toutes les personnes qui travaillent derrière la scène, bien sûr c'est un signe d'espoir, mais c'est aussi un signe optimiste de vouloir travailler dans le sens d'une reprise progressive, en écoutant la science, en écoutant nos communautés d'arriver à bonne fin. Si les acteurs de la culture sont bien conscients que la reprise ne se fera pas dans les prochaines semaines, ils gardent bon espoir que ces concerts tests puissent permettre à la machine de se relancer le plus tôt possible.
Et on l'espère vivement, because music matters. Et puisque nous parlions de concert bulle il y a quelques instants, eh bien moi je vous propose maintenant de nous intéresser à des plantes sous bulles, des bulles de verre plus précisément, puisque nous allons faire connaissance avec Sébastien Beuss qui est terrariumiste. Il m'a ouvert les portes de son monde végétal. Elles sont une centaine, ces plantes, à composer le quotidien de Sébastien Beuss. Et pour cause, celui qui a toujours eu un penchant pour la permaculture est aujourd'hui terrariumiste. Un petit chimiste des plantes tropicales qui ne cesse d'expérimenter pour donner vie à ces forêts de verre. Il y a vraiment différentes phases, quoi. Il y a une phase de recherche, il y a une phase d'expérimentation, il y a une phase de création, il y a aussi un rapport avec la photo, puisque je gère tous les aspects de l'entreprise tout seul, c'est-à-dire que je gère le site, la création du site, la maintenance. Ou encore des ateliers qu'il dispensait avant la crise sanitaire, afin de partager sa passion pour cette pratique pour laquelle il n'existe pas de formation officielle, mais qui demande pourtant de suivre bien des consignes, comme celle-ci. Quand on prend des éléments de l'extérieur, il est fortement conseillé de les stériliser, c'est-à-dire que les pierres, il faut les faire bouillir, si on en prend de l'extérieur, mais on peut. La mousse, il faut plutôt bien la nettoyer avant de l'insérer parce qu'il y a toujours des insectes dedans. Donc, il y a des insectes qui sont potentiellement bénéfiques, mais il y en a qui sont aussi nuisibles, donc il faut bien faire la part des choses. Et puis, il y a tout ce qui est souches de bois, racines et tout ça. Ça peut être intéressant d'en trouver, d'aller en chercher quelques-unes en forêt. Mais ça va plutôt être adapté au terrarium ouvert en général. Parce que si c'est en terrarium fermé, l'humidité est telle qu'il y a un risque de moisissure accru, donc c'est pas vraiment conseillé. Des consignes que Sébastien maîtrise sur le bout des doigts, ainsi peut-il laisser parler librement sa créativité, car derrière chaque terrariumiste se cache bel et bien un artiste. Sébastien a développé son propre style, 2 ou 3 plantes, des roches, des graviers, de la mousse, de la pouzzolane et un travail sur le terreau. Là, c'est des plantes assez classiques que j'utilise parce que je les ai testées depuis plusieurs années, donc je sais quel problème il peut y avoir dessus et puis comment y remédier d'ailleurs. Donc là, c'est un Asparagus plumosus, c'est une variété d'asperges en fait, hein. Ça ressemble à l'asperge, sauf que c'est dans ce cas-là une plante tropicale. C'est une famille des asparagus, donc il y a plein d'asparagus différents. C'est une forme de création et puis qui est chez moi en général à chaque fois différente, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de contenants, j'ai beaucoup de plantes. J'essaye de faire au maximum artisanalement, c'est-à-dire que je fais mes couvercles à la main. J'utilise du bois ou du liège brut, donc voilà, c'est aussi une autre forme d'activité dans le métier de terrariumiste. Il y a beaucoup d'étapes qui sont artistiques. À la fin, on a finalisé une œuvre et puis on essaye de l'exposer. Et puis après, on a des retours, des avis, des choses comme ça. Donc c'est quand même une forme de création artistique, puis de partage derrière avec les gens. Comptez une vingtaine d'euros pour acquérir un terrarium mini, dans les 270 € pour la version maxi. Des créations originales que vous devrez récupérer sur place uniquement et que vous pourrez par ailleurs appeler par leur petit nom, car ces forêts de verre portent ceux de morceaux de groupes que Sébastien aime particulièrement. Il faut dire qu'il est lui-même musicien. Allez faire un tour sur le site internet ou sur la page Facebook de Sébastien Beuss pour découvrir ces magnifiques forêts de verre. Et c'est dans une bulle d'humour et de magie que je vous propose de vous échapper à présent avec Tom et le Lord. Et vous allez voir aujourd'hui qu'une fois encore, ils ont sorti la grosse artillerie. Nous allons vous apprendre le fameux tour de la carte à l'épée. Pour commencer, vous faites choisir une carte à un spectateur. Un jeu de cartes, toutes différentes. Oui. Vous la montrez bien à tout le monde. Posez votre carte. Perdu dans le jeu. Ici, une boîte magique. Je vais poser ce jeu à l'intérieur. Les cartes vont jaillir et là, je vais aussitôt piquer la carte avec la pointe de mon épée. Attention. Tcha! Une carte de piqué, une seule. Le 2 de carreau, est-ce que c'était votre carte? Oui. Oui. Maintenant, voici l'explication. Pour réaliser ce tour à la maison, il vous faut une épée, un jeu de cartes, une boîte
elle n'a rien de magique du tout. C'est une boîte ordinaire que nous avons décorée. Le plus important, il vous faut Tom, avec un second jeu de cartes. Un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, une dizaine. Du double face, de la ficelle, un pistolet à colle chaude, des bâtons de colle chaude, le plus important, un drap housse. Avec ce drap housse, nous allons fabriquer une cape d'invisibilité. Voici la fabrication en images. Voici comment récupérer la carte choisie par le spectateur. Sur la dernière carte du paquet, vous placez une ficelle, ici. Évidemment, quand vous faites le tour chez vous, on n'utilise pas une ficelle blanche qui est très voyante, vous utilisez tout simplement du fil de pêche. La ficelle deviendra invisible. Sur cette ficelle, vous placez du double face en appuyant bien fort. Ici, vous voyez, le double face va récupérer la carte choisie par le spectateur. Vous montrez la carte, vous placez la carte et là vous placez la dernière carte du paquet avec le double face dessus. Quand je positionne ma main ici, à ce moment-là, Tom a la ficelle entre les mains et tire dessus, regardez bien, ça emmène la carte choisie par le spectateur. Maintenant, vous pouvez le refaire. À la maison, c'est simple, non? Tom et le Lord qui sont décidément complètement fêlés, mais c'est pour ça qu'on les aime. Retrouvez-les tous les 15 jours dans l'émission et suivez-les sur Instagram. L'heure est déjà venue de refermer la boîte à malice. On va le faire en musique, comme toujours, avec un artiste qu'on aime beaucoup, auteur, compositeur, interprète, Phrasiac, qui vient de publier un nouveau clip où vous allez voir que les politiques en prennent pour leur grade. Allez, bye bye. Paraît qu'en Amérique, il y aurait un président un petit peu hystérique, dingue de guerre et d'argent. Il a un look étrange, fait même peur aux enfants. Une grosse tête toute orange et pas grand chose dedans. Comme il aime bien les armes, sa femme c'est un canon. Pour sûr elle a du charme, presque autant qu'il est con. Je trouve pas les mots, c'est un peu gros, non. Ça se peut pas, un truc comme ça. Je trouve pas les mots, tellement c'est gros, mais on m'a dit ça, un truc comme ça. On dit qu'un chef d'État, ancien du KGB, a les clés de la Dacia depuis une vingtaine d'années. Si tu penses pas comme lui, il te suicide au Médoc, touche à sa mère Russie, il te flingue au Novichok.